Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kaigrasso, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote aujourd'hui une résolution sur le délai et les modalités du retrait de la MINUSMA de notre pays. Le gouvernement souhaite un délai court et rassure par rapport aux dispositions prises après le départ de la force onusienne. La recherche scientifique avance en Afrique. Constat à l'occasion de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, célébrée ce 30 juin. Un hommage sera rendu à la communauté scientifique malienne. Vous entendrez le ministre en charge de la recherche scientifique. Dans le dossier du jour, nous parlerons de cette plante fourgère qu'est le bourgou. Rakiatou Touré nous fera un focus sur sa production et sa vente à Gao. Et puis, dans la page des sports, il sera question de la CAN des moins de 23 ans et du championnat national de Ligue 1 qui joue sa 28e journée ce week-end. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Départ de la MINUSMA. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote aujourd'hui une résolution sur le délai et les modalités de ce retrait. Le gouvernement souhaite un délai court et rassure que toutes les dispositions seront prises pour combler un éventuel vide sécuritaire. L'heure est aux négociations entre toutes les parties prenantes au siège des Nations Unies. Ibrahima Traoré. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Une demande souveraine prononcée le 16 juin dernier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote ce jeudi, qui devrait acter la fin de la mission onusienne, est reporté à vendredi. La raison, de dures négociations diplomatiques en coulisses sur la résolution qui fixe la durée et les modalités du retrait de la MINUSMA. Si d'aucuns plaident 6 mois et même 1 an, Bamako défend une position claire. Le retrait dans un délai le plus court possible, 3 mois selon plusieurs sources diplomatiques. Le gouvernement rassure que ce retrait se fera de façon ordonnée et sécurisée. Des dispositions sont prises pour combler l'éventuel vide sécuritaire que peut laisser la MINUSMA. Le Mali s'est préparé aussi à assumer sa responsabilité régalienne de sécurisation de son territoire. Le pays reste ouvert au partenariat dans un cadre bilatéral ou tout autre cadre régional ou multilatéral pertinent. Sur les perspectives de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le chef de la diplomatie malienne a assuré mardi face aux diplomates africains que le départ de la MINUSMA n'entamera en rien la volonté du gouvernement à travailler pour la paix et la cohésion nationale entre tous les enfants du Mali. Le Mali, faut-il le rappeler, fustige l'inadéquation du mandat de la mission de maintien de paix dans un environnement marqué par le terrorisme. Bamako n'apprécie pas aussi l'instrumentalisation de la mission et les postures hostiles attentatoires à la cohésion nationale à des fins de déstabilisation pour des agendas extra-africains, ce qui a conduit à une crise de confiance entre la MINUSMA et les autorités maliennes, mais aussi entre la MINUSMA et une bonne partie de la population. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Sur un autre plan, le Mali célèbre aujourd'hui, 30 juin, la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Une journée qui sera mise à profit pour constater les avancées de la recherche scientifique sur le continent. C'est aussi une journée qui permettra de rendre un hommage à la communauté scientifique malienne. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Amadou Keïta a fait un message, suivons-le au micro de Mamadou Fani. Instituée en 1987 sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique est célébrée au Mali depuis 1992 par des manifestations scientifiques diverses. Elle nous donne l'opportunité de constater les avancées dans notre engagement en faveur d'une recherche responsable de qualité et portée par la visée unique de contribuer à résorber les problèmes intrinsèques de notre pays et de notre continent. Bien que les conditions de la recherche n'aient pas toujours été à la hauteur des défis, nos chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs n'ont eu de cesse de prouver qu'à force de volonté, ils peuvent hisser le Mali sous le toit de la recherche valorisante en Afrique.
J'en veux pour preuve les distinctions à l'échelle internationale de nos compatriotes professeur Orokia Sanogo et professeur Abdoulaye Djimde. À travers eux, je rends hommage à tous ceux qui, par leurs travaux de recherche, contribuent à la prise en charge intelligente des problématiques majeures de nos populations. La recherche est au cœur des actions de refondation de notre nation. La pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique CIAR Mali, qui aura pour mission d'initier, de former, de chercher et d'inventer des technologies, est un signal fort à cet égard de l'État du Mali à s'engager davantage dans la voie de la promotion de la science et de l'innovation. De même, l'attribution de nouveaux locaux au Centre national de recherche scientifique et technologique à Kadala, ainsi que la relecture de ces textes en phase finale, concomitamment à la création de la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation, sont une rampe pour une souveraineté scientifique, pour que la recherche scientifique joue son rôle de levier de développement et faire de notre pays une terre d'innovation et d'avancée technologique. Du 23 au 27 octobre 2023, mon département organisera les journées de la recherche et de l'innovation. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la célébration de cette journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Elles seront le lieu par excellence de découverte du potentiel de la recherche nationale et de valorisation des résultats de la recherche. Je saisis l'opportunité de cette journée de la renaissance scientifique africaine pour lancer un cri de cœur en faveur de l'enseignement des sciences dans nos pays. Les statistiques montrent que les filières dites des sciences dures sont de plus en plus délaissées au profit d'autres filières. Le genre aussi connaît une disparité à l'échelle du supérieur dans les domaines scientifiques qu'il nous faudra corriger par la sensibilisation et la promotion des sciences. Hajj 2023, les pèlerins maliens sont à Mina où ils procèdent aux séances de la lapidation du Satan. Le séjour de 72 heures dans cette cité leur permet d'accomplir ce rite pour perpétuer une tradition du prophète Ibrahim. Envoyés spéciaux à Mina, Soumaïla Berté, Youssouf Samaki et Abdoulaye Diop. Le séjour de Mina est consacré aux séances de la lapidation du Satan pour les pèlerins. Un rite que les fidèles accomplissent singulièrement avec beaucoup de ferveur. Les séances peuvent s'étendre sur 3 jours, mais réductibles à 2 à compter du jour de la fête de Tabaski. Ousmane Salihou Traoré est le président de la sous-commission religieuse. La lapidation des Satan fait partie des rites de Hajj que les pèlerins accomplissent. Ça commence le jour de la fête de Tabaski même. La lapidation se fait par 7 cailloux. Et les 2 jours suivants, ou 3 jours qui se suivent, chaque jour, on fait la lapidation par 21 cailloux. Les séances de la lapidation du Satan touchent 3 stèles, des actes que les pèlerins exécutent pour imiter le prophète Ibrahim qui voulait appliquer une recommandation divine. Ousmane Salihou Traoré. Et l'historique de cette lapidation revient au prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, quand il a rêvé que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'égorger son propre fils. Donc il a voulu honorer ces rêves-là. Car en islam, les rêves des prophètes est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois qu'il a voulu honorer ses rêves, Shaitan s'apparaît devant lui pour lui détourner vers autre chose, pour lui parler de l'amour de son enfant, pour qu'il laisse le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que Shaitan s'apparaît devant lui, il prend un caillou pour jeter sur Shaitan, pour qu'il ne lui déroute pas de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a racheté son enfant par un offre, noble offre, qui était le sacrifice que les musulmans font le jour de la fête. Le but de cette adoration est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait. Car il y a des ulama qui disent que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas racheté le fils d'Ibrahim par cette offre-là, ça sera une obligation sur chaque musulman d'égorger son enfant. L'accomplissement du rite de la lapidation du Satan est une obligation pour tout pèlerin. Sa non-application volontaire
impose aux pèlerins des actes expiatoires ou de compensation. Mina, Soumaïla Berté, Youssouf Samaké et Abdallah Diop, avec le concours de Mohamed Belkodiko pour l'ORTM. L'actualité hors de nos frontières, la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui sa 63e fête d'indépendance sans que ses autorités n'aient le contrôle sur une partie de son territoire occupé depuis un an par les rebelles du M23. Dans son message officiel cette nuit, le président Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019, a rassuré ses compatriotes, même si sur le front militaire et diplomatique s'observe un statu quo. Notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Le mot tristesse est sorti de sa bouche dans son discours d'une quinzaine de minutes diffusé peu avant minuit sur la télévision d'État. La justice a été saisie concernant la nationalité du président malgache André Rajoelina. Depuis 2 semaines, la divulgation sur les réseaux sociaux du décret de naturalisation française du chef de l'État malgache suscite la controverse dans le pays et au sein de la classe politique. Hier après-midi, une plainte a été déposée au niveau du parquet d'Antananarivo, a indiqué la présidente de l'association ADM, Action pour le développement de Madagascar, et de plateforme de l'opposition RMDM Diaspora basée en France. Une décision très importante de la Cour suprême aux États-Unis. Les juges les plus puissants du pays viennent de mettre un terme à l'utilisation des critères raciaux à l'entrée de l'université. La Cour prend une fois encore un tournant historique depuis que les programmes de discrimination positive ont été lancés en 1965 à chaque occasion. La dernière fois, en 2016, la plus haute juridiction du pays avait tranché en faveur de ces programmes. Cela s'est terminé hier. Sans grande surprise, la majorité conservatrice de la Cour a parlé. Les 6 juges conservateurs, voire ultra-conservateurs, ont pris cette décision et les 3 juges dits libéraux écrivent ce que l'on appelle une opinion dissidente. On en vient au dossier du jour. Le bourgou est une plante fourragère et est donc utilisé dans l'alimentation des bétails et même humaines. Il renferme de nombreux nutriments et pousse sur le long du fleuve et dans les mares permanentes. La région de Gao, qui approvisionne d'autres localités de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays, est une zone de production par excellence. Le marché de la cité des Askia est bien approvisionné et les vendeurs se frottent les mains. C'est le dossier de ce journal. Il est signé depuis Gao par Rakiatou Touré. De son nom scientifique, Echinocholas tagina, le bourgou est une graminée semi-aquatique vivace qui domine les végétations des pâturages inondés. Très facile à cultiver, surtout à partir des boutures, la plante pousse et se développe le long du fleuve à une hauteur de 6 mètres. Les spécialistes dénombrent 2 types de bourgou. Aboubakar Habamaïga, directeur régional des productions industrielles et animalières de Gao. Une fois qu'il y a une ancienne bourgoutière, on l'entretient, on aménage, on s'approvisionne à partir des plants qu'on peut aller répiquer. Son cycle végétatif est de 5 à 6 mois. Habiboulaye Hashimi, vendeur. La récolte s'effectue en 2 phases. Le premier type récolté est appelé bourgou et est prisé par les éleveurs. La seconde, moisson, ou la dernière récolte est appelée en souris, kundubon ou encore tabataba. Très bon pour l'embouche des bovins. Quel qu'en soit le type, la plante fourragère est l'aliment bétail le plus apprécié par les éleveurs en raison de ses nombreux apports nutritifs. Issouf Maïga, vendeur de bétail. Plusieurs raisons nous motivent à donner du bourgou à nos animaux. La principale est qu'il donne du volume au ventre de l'animal, contrairement au son qu'il engraisse. Aboubakar Habamaïga, directeur régional des productions industrielles et animalières de Gao. C'est une plante à valeur nutritive très élevée. Ça peut durer beaucoup de temps tant que les aléas climatiques n'ont pas joué sur sa valeur, par exemple le laisser au soleil, parce que ça va prendre une autre couleur, le jaunissement. On le conserve à l'ombre. Quand ça perd une petite quantité d'eau, tu peux le conserver sous un hangar, sous le toit, et puis tu le couvres. Lors de notre passage dans quelques lieux de vente, les acheteurs ne se plaignent pas du prix, qui est en baisse selon eux par rapport à l'année précédente à la même période.
Issouf Maïga, vendeur de bétail. Cette année, c'est moins cher. Ceux qui le récoltent dans leurs champs nous cèdent le tas à 500 ou 600 francs. C'est le même prix chez les revendeurs aussi, alors que l'année passée, c'était à 1000 ou 1250 francs CFA. À Gao, la vente du bourgou constitue un gagne-pain pour ses nombreux vendeurs. Même s'il est hors de question pour ce vendeur de révéler son chiffre d'affaires, il nous parle de ce que ça lui a permis de réaliser. Kaga Handadao. J'ai nourri, scolarisé mes 18 enfants grâce au commerce de bourgou que j'exerce depuis 40 ans. J'ai pu construire une maison dans laquelle je loge présentement. Principale zone de production du bourgou, la région de Gao approvisionne également d'autres localités du pays et l'étranger. Habiboulaye Hashimi, vendeur. En plus de ceux qui le prennent en détail au niveau local, d'autres l'achètent en grande quantité pour l'amener dans les camions ou les motos tricycles à Gossi, Doro et même au Niger et en Algérie. Les vendeurs de bourgou sont logés au bord du fleuve Niger. Sur les lieux, nous avons rencontré aussi Abdourahmane Aliou, qui exerce ce commerce depuis 30 ans. Il nous évoque les embarras de son commerce. Nous avons de nombreuses difficultés, dont la non-existence de syndicats pour régulariser notre commerce. Les animaux en divagation nous fatiguent aussi. C'est la raison pour laquelle on veille ici même la nuit. Il y a également les risques d'incendie qui menacent notre commerce et même nos vies. La plante fourragère, le bourgou, a de nombreuses vertus selon les spécialistes. Aboubakar Habamaïga, directeur régional des productions industrielles et animalières de Gao. S'il y a du bourgou tout au long de la digue, ça permet de renforcer la digue pour que, avec une forte crue, la digue ne cède pas. Ça rentre aussi dans l'alimentation humaine, ça c'est purement traditionnel. Touré Oumoudialou. Les catous, en première position, c'est le bourgou que l'on pile. Une fois devenir un peu poudré, on le mélange avec un peu d'eau pour que ça soit un peu malaxable. On a le premier eau là qui sort un peu rouge. Et puis ça sent très bon. On le met sur le feu pour le bouillir. Une fois cuit, on met un peu de beurre là-dedans. Le beurre là, ça devient de la confiture. On peut le mettre dans le pain pour les enfants. On peut le manger avec les galettes. On peut le mettre aussi dans notre riz traditionnel appelé communément koirangari. Selon les spécialistes, le bourgou n'a aucun inconvénient dans l'alimentation des animaux. Il conseille de donner d'abord à l'animal du grossier avant le concentré. De Gao, Rakiatou Touré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. La page des sports, athlétisme, la vice-championne olympique australienne Nicola Hollis-Laguerre a signé hier la meilleure performance mondiale de l'année à la hauteur avec 2,2 mètres, record personnel égalé. Football, CAN de moins de 23 ans, la dernière journée de poule commence ce soir. La poule A sera à l'honneur. Et puis championnat national de Ligue 1, la 28e journée commence demain. 5 rencontres donneront le temps. Eh bien, le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thioune. Championnat national de Ligue 1, la 28e journée commence demain. Sur le terrain de ABM Foot, le Samané Mbako recevra l'AS Police. Sur le terrain du Stade, Yéli Olympique affrontera Afé. Sur le terrain de la Céréale, El Seba jouera contre Binga FC. À Bouni au stade Moussa Diakité UTA, l'US Bougouni accueillera Black Star de Badrabou. À Kita, au stade Lamine Konaté, l'US Kita sera l'hôte de l'AS Bakaria. La journée prendra fin dimanche. Le duel à distance pour le titre sera une fois de plus à l'honneur. Sur le terrain du stade, les enquêteurs défieront le leader AS Real. Au même moment, sur le terrain de l'ASB, le Djoliba, deuxième au classement, aura affaire au club olympique de Bamako. 3 points séparent le Real et le Djoliba. La dernière rencontre se jouera entre l'USFAS et Lasco sur le terrain du Real. Quand des moins de 23 ans, la dernière journée des matchs de poule commence aujourd'hui dans le groupe A. Le Congo déjà éliminé affrontera le Maroc qualifié. L'autre rencontre opposera la Guinée-Conakry et le Ghana. Les deux équipes jouent pour le deuxième ticket des demi-finales. Avec 3 points chacun, malheur vaincu. Les deux matchs se joueront au même moment. Coup d'envoi 20h. C'est demain que le Mali sera à l'honneur. Les nôtres joueront leur match de survie face au Niger. Au même moment, l'Égypte en écoutera avec le Gabon. Aucune des nations n'est encore qualifiée dans le groupe B.
Et puis, initialement prévu au mois d'août, le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, a annoncé que le coup d'envoi de la Supercoupe africaine a été repoussé au mois d'octobre, tout comme le changement du nom de l'épreuve. Selon le président de la CAF, cette compétition qui vise à révolutionner le football sur le continent débutera avec 8 équipes représentant 8 pays différents au lieu de 24. Mais le choix des clubs pose problème, surtout avec l'absence des équipes algériennes. Et puis, athlétisme pour terminer, la vice-championne olympique australienne Nicola Hollis-Lajer a signé hier la meilleure performance mondiale de l'année à la hauteur avec 2,02 m, record personnel égalé. Hollis-Lajer a devancé 2 Ukrainiennes, Irina Geresanko, 2,00 m, record personnel égalé. Et Yaroslava, 1,97 m, qui possédait la meilleure performance mondiale de l'année avec 2,01 m. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou est très performante et possède le meilleur chrono de la saison sur 100 mètres. Grâce à sa victoire à Oslo en 10 secondes 75, certainement un bon signe avant les mondiaux de Budapest. C'est avec cette paille des sports que se referme ce journal mis en onde à Lou Koulibaly, présentation Koji Sibi. Avec nous également, grâce à Cheikh Oumar Traoré, vous pourrez suivre ce journal sur les réseaux et nos plateformes digitales. Eh bien, je remercie le rédacteur en chef adjoint Ousmane Dao qui m'a aidé à préparer ce journal. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.